Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Lionel Mené pour un autre épisode d'Autour du traducteur. On va parler de la santé de la langue française dans une grande partie de la francophonie. On en entend beaucoup parler ici au Québec, mais là, aujourd'hui, on va regarder ça plus en Europe. Aussi, on va faire un petit saut en Afrique. Et j'ai la chance d'avoir Lionel avec moi. Je l'appelle Lionel parce qu'on a travaillé ensemble. Je vous fais la confidence. J'ai eu la chance de travailler avec Lionel à titre de chargé de cours pendant que je faisais mon doctorat. On a travaillé d'ailleurs on a fait une petite expérience dans le cadre du cours de contraction de texte. Si vous vous souvenez bien, Lionel, on avait une approche qui était basée sur justement la superstructure pour enseigner, euh, améliorer l'enseignement de la contraction de texte. Et puis, la session d'après, on est tombé dans la synthèse de texte avec les angles et rédiger en 2 heures un article avec trois textes qui présentaient un même enjeu, mais sous trois angles différents. Alors, il nous fallait faire une synthèse, choisir un angle et faire une synthèse. Alors, c'était la belle époque du français. C'est pour ça que je vous ai invité parce que vous avez été longtemps avec nous en traduction à l'Université Laval. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours à l'université? Oui, j'ai enseigné de 1980 à 2004 dans des programmes de traduction de l'Université Laval. Avant ça, j'avais enseigné le russe parce que ma formation est en linguistique générale et en langue slave, avec accent sur le russe. Malheureusement, il y avait très peu d'étudiants en russe à l'Université Laval et donc pas de possibilité de faire carrière, d'avoir un poste permanent. Donc, j'ai décidé de me réorienter et puis de m'intéresser au français. D'abord au français d'ici, puisque vu que je suis d'origine française, je découvrais une variété de français différente de la mienne. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai enseigné donc dans les programmes de français langue seconde, ce qui m'a moins intéressé, mais surtout dans les français de langue première, disons, pour les traducteurs québécois. Et ça m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup aimé, même si c'est un petit peu difficile quand on est français d'origine, d'enseigner le français au Québec. C'est un métier à tout risque, bon, mais ça s'est très bien passé. Et donc, à partir de ça, comme je le disais, je me suis intéressé au français, à la variété, aux variations dans les différents français de Québec et de France en général, ce qui m'a amené à écrire un dictionnaire que j'appelle bivariétal, un peu sur le modèle des dictionnaires bilingues, mais pas bilingues, mais bivariétal. Ce n'était pas deux langues, mais deux variétés d'une même langue, le français québécois d'un côté, le français de France de l'autre. À mon avis, c'était un des seuls, et c'est encore un des seuls dictionnaires bivariétaux de la francophonie. Donnez l'exemple de pogner un rhume, entre Oui. autres. Généralement, on va avoir prendre un rhume à côté comme équivalent en français, mais vous avez chopé un rhume en français de France. Ma C'est réflexion est ce serait partie du fait l'équivalent. que je suis parti de l'analyse des glossaires. Autrefois, au Québec, on faisait des glossaires, vous vous souvenez, le glossaire Oui. des parlers français au Canada. Et les glossaires, donc, c'était des répertoires et on donnait des équivalents, des soi-disant équivalents. Et pour l'équivalent poignée, par exemple, effectivement, dans le glossaire du parler français au Canada, c'était marqué prendre. Bon, dans l'équivalent de poignée, c'est pas prendre. Pogner un rhume, c'est pas prendre un rhume. D'ailleurs, on ne dit pas prendre un rhume, on dirait peut-être attraper un rhume. On dit Mhm. choper un Exact. rhume. Donc, la base de mon dictionnaire, c'est ça, c'est d'établir les équivalents exacts dans la même situation de communication et dans le même registre de langue. Et c'était un travail très intéressant intellectuellement, ça m'a beaucoup stimulé parce que je devais chercher à chaque fois que j'avais un mot, une expression québécoise, je devais essayer de me poser la question, mais qu'est-ce qu'on dirait dans le même registre en français de France? Et ça m'a occupé pendant 9 ans, 9 années de travail. Et voilà, je suis très heureux d'avoir fait ça. Maintenant, j'ai fait d'autres choses. Parce que nous, on travaille beaucoup avec la mondialisation, avec des traducteurs de France qui, Oui, oui. grâce à la technologie, peuvent venir travailler dans les cabinets au Canada sans quitter leur pays, là.
Et on a justement des petits ajustements à faire parce que c'est des choses comme celle-là. Alors, je vais regarder cet ouvrage-là puis voir si ça pourrait pas nous aider à améliorer, faire peut-être des aides-mémoires, quelque chose comme ça, là, pour, Mhm. en tout cas, ça pique vraiment ma curiosité. Et puis, vous avez également publié Main basse sur la langue en 2010. Alors ça, c'est mon autre axe de recherche, si vous voulez, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'idéologie linguistique. Ah, Je suis parti d'accord. d'abord de l'observation, il y a des variations linguistiques entre le français de France et le français du Québec, et ces variations ont suscité des idéologies. C'est-à-dire C'est ça. ou bien on justifie la différence, ou au contraire, on essaie de ne pas la justifier, de la condamner. Donc ça a développé deux grands types d'idéologies au Québec. Une idéologie que j'appelle endogène, n'est-ce pas, autrement dit, pour une norme nationale québécoise, ou une idéologie internationale pour une norme internationale au Québec. C'est un long débat linguistique à partir des Ah années oui. 1950-60. C'est un petit peu éteint maintenant parce que l'évolution à la fois de la société et de la langue au Québec a été très importante depuis cette époque-là. Et il y a moins de différence maintenant entre le français d'ici et le français d'Europe, quoi qu'il y en a encore, hein. Et donc, je m'intéresse aux idéologies linguistiques et le livre dont on parle aujourd'hui est un peu dans ce style-là parce qu'en fait, euh, Effectivement. dans mon livre Effectivement. actuel, j'essaie de montrer qu'il faut se méfier des idéologies linguistiques. Parce que les idéologies linguistiques, c'est souvent un écran qui masque la réalité du problème. Vous voyez. Un des buts de mon livre actuel, c'est de sensibiliser les gens, sensibiliser le public à l'état et à la situation du français. Je distingue l'état. L'état, c'est quoi? C'est la pénétration de l'anglais dans la langue française. Et la situation, c'est quoi? C'est l'utilisation du français dans le monde. Donc, mon livre, c'est de sensibiliser la population à l'état et à la situation du français qui est très mauvaise. En fait, le français va mal, le français va très mal, à mon avis, au niveau international. Et de sensibiliser et de mettre en garde contre les illusions que sont certaines idéologies qui pensent que c'est facile, qu'on peut régler les problèmes très facilement, il suffit il n'y a qu'à faire ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et surtout, j'attire l'attention sur le fait que les phénomènes linguistiques sont en rapport avec les phénomènes économiques. En fait, Et c'est voilà, on y l'économie était. C'est qui ça. régente tout. Et si on met si on oublie ça, on passe à côté de la question. Moi, je vais prendre un exemple qui m'a frappé dans votre livre. J'en parlais hier, justement, la fast fashion ou la mode éphémère. Puis même, on peut aller un petit peu plus loin. J'ai lu dans la presse, on parle de mode poubelle parce que c'est des vêtements qui sont portés pendant un an, même pas, et puis qui Même pas, sont ouais. mis à la poubelle. Et là, j'ai vu justement, en français de France, toute la terminologie qui s'est imposée en anglais. Mm. Puis là, ça m'a fait, ben oui, c'est vraiment, pas, je sais que moi, la mode, ça me parle plus, là, c'est peut-être pour ça que cet exemple-là m'a plus rejoint. Je me suis dit, ben oui, c'est économique, là, puis c'est la même chose pour les voitures, c'est la même chose pour toutes sortes de domaines, aussi l'agriculture, tout Effectivement, ça. oui. Dans mon livre, si vous voulez, dans mon livre, j'aborde la question donc de l'état et de la situation du français sous trois angles différents. Vous parliez d'angles tout à l'heure, sous trois angles différents. Le premier angle, c'est une description de l'environnement visuel et auditif dans lequel vivent les Français aujourd'hui. Et c'est un environnement qui est saturé par l'anglais. Et c'est là qu'effectivement, dans cette partie-là, je parle de la fast fashion et tout ça. Le deuxième angle d'attaque de mon livre, c'est la pénétration de l'anglais dans le corpus du français. Autrement dit, la pénétration de l'anglais dans le lexique et la grammaire. Et le troisième angle, c'est la situation du français comme langue de communication internationale et dans la mesure où le français est de plus en plus supplanté par l'anglais dans un tas de domaines comme les sciences, etc. Vous voyez. Alors, pour revenir à la Exactement. fast fashion, effectivement, dans la première partie de mon livre, où je décris un peu le paysage visuel et auditif en France, la première partie, c'est un peu comme une promenade dans les rues de France et dans les magasins de France, et aussi une navigation sur les sites web des grandes entreprises françaises.
Et qu'est-ce que je constate? C'est qu'effectivement, l'anglais a pénétré partout dans ces domaines, que ce soit les enseignes dans les rues, que ce soit les noms des magasins, que ce soit les produits dans les magasins. Par exemple, je décris la vente des jeans, vous voyez. Bon, si vous allez chez Levi's à Québec ou chez Levi's à Nice, c'est pas la même chose du tout. À Nice, vous ne verrez que des mots anglais, qu'il s'agisse de la coupe, de la taille, du produit. Tous les termes sont des termes anglais. Il n'y a même plus d'effort de traduction. C'est à tel point que dans les magasins, souvent, vous avez des affiches où on vous explique ce qu'on doit comprendre par straight, par tous ces mots-là, vous voyez, pour qu'on puisse acheter un jean. Ça Ben devient oui, parce quelque que chose de c'est très vrai. compliqué d'acheter Ah un mon jean parce Dieu, que la terminologie est entièrement en anglais. c'est incroyable. Et aussi, ça va même plus loin. Vous me parliez des publicités qui sont diffusées en anglais sur les chaînes de télévision en France. Parfois avec des sous-titres, parfois même pas de sous-titres en français. C'est Effectivement, ça? j'ai visionné beaucoup de publicités télévisées en France. Et ce qui est frappant, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, vous avez raison, vous avez des publicités qui ne sont qu'en anglais. En général, les textes sont très simples, très courts, mais c'est uniquement en anglais. Par exemple, des parfums, il y a un parfum qui s'appelle Eau Sauvage, un parfum de Mhm, Dior, je pense. Eh mhm. bien, c'est Johnny Depp qui présente. Ah, Ça se ah, passe. mais il sait parler français, lui, il a déjà été marié avec Et une Johnny Depp, Française. il parle français. Ils étaient mariés longtemps avec Vanessa Paradis, Oui, mais Johnny c'est ça. Depp, dans cette pub-là, il ne parle qu'en anglais. Bon, vous Ah, avez aussi une publicité avec Penelope Cruz, je pense, pour Schweppes, vous savez, les produits ouais. toniques, et c'est uniquement en anglais. Ça se termine What did you expect? Vous voyez. Hmm, À quoi vous attendiez-vous? On ne dit pas ça. What did you expect? Bon, donc mhm, vous avez beaucoup de publicités télévision qui sont uniquement en anglais, particulièrement quand c'est des firmes internationales, américaines, mais aussi européennes. Par exemple, les firmes allemandes qui vendent, ou italiennes qui vendent des voitures en France, leurs publicités sont souvent en anglais. Vous voyez. Donc ça touche mhm, la publicité, ça touche même, ce qui est plus grave encore, ça touche même les institutions, ça touche mhm, l'État, ça touche les mhm. régions, les municipalités. Par exemple, dans les villes françaises, ont souvent maintenant ce qu'on appelle des slogans de marque, des slogans de ville. À Québec, c'est l'accent d'Amérique. Hein. Le slogan de Québec, c'est Ouais. l'accent d'Amérique. Ça se comprend. Bon, entre nous soit dit, c'est compréhensible pour un francophone, mais les Américains, l'accent d'Amérique, c'est pas clair. Bon, Mhm. donc en France, c'est le contraire, c'est tout en anglais. Ouais. Par exemple, la ville de Nice, alors ils ont dit Nice is nice. Ouais. Nice is nice. Il y a un jeu de mots, bien sûr. Hein. Mais oui. Il est bien trouvé. La ville de Lyon, c'est Only Lyon. Comme on dit, oui, c'est un chiasme, en fait, Only Lyon. Vous voyez. Il y a beaucoup de Mhm, jeux de c'est mots. vrai. Il y a beaucoup de jeux de mots Et- hybrides, français-anglais. Ma ville à moi, où je viens de Dijon, c'est Just mhm, Dijon. Just Dijon. Vous vous rendez compte? mhm. C'est Et les hallucinant. gens, il y a personne qui a protesté ou est-ce qu'il y a quand même l'opinion est comment Il y a ça un se passe peu dans de l'opinion publique? protestation. Oui. Il y a un peu de protestation. Par exemple, l'Académie française, par exemple, Ah ben oui. a fait un Mhm. rapport sur l'emploi de ces termes-là dans l'administration française, parce que le français est la langue officielle de la République française, n'est-ce pas? Normalement, C'est doit, ça. l'État français, les fonctionnaires, etc., ne doivent communiquer qu'en français. Mhm. Et ils ne peuvent employer des mots étrangers que s'il n'y a pas d'équivalent français. Mhm. Mais en réalité, il y a pas mal d'entorses à tout cela. Et Sans conséquence, évidemment, là, c'est ça, c'est non, pas parce qu'en vraiment. fait, il y a une loi qui s'appelle la loi Toubon, du nom du ministre qui Oui. l'a présentée, qui est une loi qui ressemble un petit peu à la charte québécoise de la langue française, mais en fait, d'abord, elle a été pas mal reniée, beaucoup d'articles ont été abrogés. Ah. Par exemple, il y avait un article qui faisait que dans l'enseignement supérieur, on devait enseigner uniquement en français. Ça a été abrogé. Ce qui veut dire que maintenant, on peut enseigner aussi dans une autre langue, c'est-à-dire l'anglais. Vous voyez. Bon, Oui. c'est un exemple. Et par ailleurs, dans cette loi, euh, on dit que toutes les enseignes, les marques de commerce, les inscriptions dans les commerces, dans les magasins, doivent être en français.
Mhm. Or, mon enquête sur le terrain prouve bien que c'est pas Et vrai, de parce toute que évidence que c'est de pas toute vrai, c'est évidence, ça. de toute évidence, on voit l'anglais partout. Et Il n'y a qui pas peut d'amende, plaindre? personne reçoit d'amende pour Voilà. avoir affiché en anglais, rien, Le là. OK. problème, le problème, c'est que il faut aller en justice. C'est Si ça. vous considérez que c'est illégal, il faut aller en justice. Pour aller en justice, il faut avoir le droit d'aller en justice. Pour avoir le droit d'aller en Oui, justice, il faut que vous soyez victime. c'est ça. Et en France, Alors, on a décidé, dans ce cas-là, que ce serait des associations qui pouvaient se porter partie civile, qui pouvaient aller en justice. Mais en France, il n'y a que 4 associations qui sont reconnues, qui ont le droit d'aller en justice. 4, c'était très peu. Ensuite, ce sont des associations qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et ça coûte hmm. très cher d'aller en justice. Mais le mécanisme de recours collectif, ça serait pas possible? Est-ce que ça existe dans le droit en France? Oui, effectivement, le Avoir mécanisme. regroupé des milliers ou peut-être des millions de Alors là, locuteurs bon, francophones? je suis pas juriste, je ne peux pas Non, c'est ça. Moi, c'est je juste peux pour pas vous vous poser la répondre question. Non, exactement. non, c'est ça. Le recours collectif existe, mais je suis pas sûr que ça fonctionnerait dans ce cas-là. C'est Et puis, ça. une autre difficulté, c'est la complexité. Je peux continuer? Oui, mais attendez un petit peu, c'est parce que Chantal, excusez. Oui, Chantal, voulez-vous poser une question? Oui, désolée si vous avez évoqué le sujet avant que j'arrive. Je suis consciente aussi parce que j'ai pratiqué les deux français. J'ai commencé par le français de France avant de m'établir au Québec. Est-ce que vous pensez que le Québec est plus conscient que la France du risque d'assimilation et que c'est pour cette raison qu'il prend des mesures conscientes pour préserver autant que possible le français? Très, Au très bonne moins, question. Une bonne question qui tombe en plein dans mon sujet. Vous avez raison. Je suis d'accord que le Québec, les Québécois, disons, pardon, disons, les Québécois et les Québécoises sont plus conscients des dangers qui guettent le français. Et cela pour une raison importante, c'est que enfin, le Québec, depuis son origine, lutte pour sa survie, lutte contre l'anglicisation. Les Québécois, les Québécois sentent la menace, ressentent la menace de l'anglais depuis 1760. Et, et, et ça s'est d'ailleurs augmenté dans les années, au 19e siècle, dans les années 1830-1840, où il y a eu très fortes pressions anglaises pour assimiler les Québécois, les Canadiens français de l'époque, et les Canadiens français ont résisté grâce à trois critères, je pense. D'abord, très longtemps, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, ils étaient encore attachés à la France. Beaucoup pensaient qu'ils étaient encore des citoyens français. Ensuite, grâce au catholicisme, qui les protégeait bien sûr par rapport au protestantisme anglo-saxon, et enfin, grâce à la langue française, qui était le marqueur essentiel. Au fur et à mesure du temps, l'attachement à la France s'est diminué, l'attachement au catholicisme aussi, il reste le français qui reste le marqueur essentiel de l'identité québécoise. Et donc, il s'est créé une culture au Québec, une culture très importante. D'abord, une culture de sensibilisation à l'anglicisme. mhm. Mhm. Longtemps aussi au Québec, on a dû, parce que le français du Québec ou le français du Canada français a été très marqué par l'anglicisation pour des raisons compréhensibles. On était très peu nombreux, il y a 60 000 seulement au départ, hein, très peu nombreux, avec une pression énorme de l'anglais, pas de moyens. À l'époque, il n'y avait pas de terminologue, il n'y avait pas de dictionnaire. Donc, Mhm. on a créé un peu sur le tas, comme ça, de langues qui étaient un peu matinées, quand même un petit peu mélangées avec l'anglais. Et vers le milieu du 19e siècle, on a commencé à prendre conscience qu'il fallait lutter contre ça. On a commencé à faire des dictionnaires correctifs, etc. Et on a refrancisé, dans bien des cas, le français. Pour aboutir, par exemple, de nos jours, à l'Office québécois langue française. Bon, il y a toute une Mhm. filiation. Donc au Québec, effectivement, on est beaucoup plus sensibilisé qu'en France à ce problème pour des raisons historiques, culturelles et de survie simplement. Alors qu'en France, les francophones, les Français, ne se sont jamais sentis menacés en tant que nation. Je parle du point de vue culturel. Il y a eu des guerres, etc. Mhm. Et la Seconde Guerre mondiale, etc. Le nazisme, ça, c'était un danger, mais ce n'était pas un danger au niveau de la langue. Euh,
on commence seulement maintenant, pour une partie des gens en France, pas tous, on commence seulement à sentir une certaine menace et la nécessité de réagir. Mais il n'y a pas de consensus en France. Une partie des Français, particulièrement dans l'élite, considère qu'on doit absolument parler anglais, ménager l'anglais. Et si on veut survivre dans l'économie mondialisée, dans l'Europe aussi, parce que la France fait partie de l'Europe, donc la France n'est pas toute seule. Et l'Europe, c'est 27 pays, c'est 24 langues officielles. Il faut trouver une langue commune pour que tous ces gens-là puissent se parler. Et bien sûr, quasi naturellement et spontanément, c'est l'anglais qui se présente. Hein. Bien sûr, ce n'est pas le français, parce que le français n'est qu'une langue minoritaire en Europe. Hein. Donc, pour répondre à votre question, je suis d'accord avec vous, les Québécois sont beaucoup plus sensibilisés et depuis plus longtemps que les Français. Et d'ailleurs, les Québécois sont un peu des précurseurs et des pionniers et dans certains cas, montrent la marche dans ce domaine. Je me rappelle quand on était à l'université, Lionel, quand je faisais mon doctorat, il y avait des terminologues qui allaient faire des stages dans les locaux du Petit Robert parce que au Québec, la qualité de nos terminologues était reconnue et je ne sais pas si c'est encore le cas, là, mais c'était déjà commencé, on dit, dans les années 80-90. Alors, vraiment. On était Il y a eu vraiment une en grosse avance. période de popularité, et Madame la France va peut-être m'appuyer, de popularité de la terminologie québécoise dans ces années-là, parce que le Mhm. Québec a été un peu pionnier dans ce domaine de Mhm. la mise en place de l'établissement d'une terminologie. La terminologie existait déjà dans les pays de l'Est, en Tchécoslovaquie en particulier, en Russie aussi. Il y avait une très, très forte culture terminologique, dictionnérique, on dirait aussi. Mais au Québec, à cause justement de l'introduction des lois linguistiques, on a senti et de la situation du français d'alors au Québec, on a senti le besoin de créer des termes. Donc, on s'est mis à réfléchir à la notion de terminologie, à créer. Il y a eu des gens comme Jean-Claude Corbeil, par exemple, des gens qui ont participé beaucoup Jean-Claude Boulanger, mon collègue Jean-Claude Boulanger, qui a fait le dictionnaire québécois-français, ces gens-là, Il y donc, avait Monsieur Rondeau aussi, hein, qui est allé en Monsieur Rondeau, que Russie. j'ai connu aussi, oui. Je l'ai eu pendant ma Oui. maîtrise. Donc, tous Malheureusement, ces il nous a gens-là, quittés trop tôt, là, tous mais ces gens-là ont participé à la création mhm. d'une école terminologique québécoise qui a été très, très, très en Qui a pointe dans ces rayonné deux-là. hein, un peu partout dans la francophonie, hein, c'est ça. Mm. Effectivement. Et l'Académie française, elle semble pas avoir, parce qu'elle semble, c'est même plus fort. Moi, je le perçois comme ça. C'est plus fort que l'Office de la langue française, l'Académie française en France. Ça, Non? à mon avis, ça n'a rien à voir ou très peu à voir. Euh, Ah, Parce que bon, l'Académie française, c'est une très vieille institution, c'est de oui? 1600 et quelques. C'est une institution, comment dire, qui n'a pas de pouvoir. Ah, d'accord. Il n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir qu'elle a, c'est lorsque les commissions de terminologie en France. Vous savez qu'en France, ce sont des commissions qui essaient de trouver des terminologies françaises pour remplacer les termes anglais. Ce sont des commissions. Alors, Mhm. ça marche par métier, par ministère. Il y a une quarantaine de commissions qui travaillent là-dessus. Et une fois qu'elles ont fait leur travail, qu'elles font des propositions, pour qu'elles soient officialisées, il faut le feu vert de l'Académie française. Ah, d'accord. C'est le seul pouvoir. C'est ça le pouvoir qu'ils ont. OK. Autrement, il n'y a aucun autre pouvoir. À la L'Académie française, différence de l'Office de la langue française qui peut débarquer voilà. dans des bureaux et Alors, le puis seul pouvoir, ce demander. sera un pouvoir moral, si vous voulez. Un pouvoir moral, Oui. si vous le respectez comme institution, si vous pensez qu'ils ont raison, vous le respectez. Mais ils n'ont aucun pouvoir législatif, aucun pouvoir de droit juridique. Voilà. C'est d'ailleurs C'est un point que vous abordez dans votre livre, la loi du moindre effort. La loi du moindre effort ou la loi générale d'économie ouais, d'énergie. Alors, si on est des partisans de la loi du moindre effort, ben, l'Académie française, voilà. on est bien content qu'elle existe, mais c'est tout. Ouais. C'est ça. Est-ce Quand que je ça fait disais ça? que je me méfiais, qu'il fallait se méfier des idéologies, quand on cherche une Mhm. solution aux problèmes qu'on a, problèmes linguistiques, problèmes de terminologie, trouver des mots, remplacer l'invasion de l'anglais, je faisais allusion à ça. Je pense qu'il y a des lois
qui dépasse ça dans le domaine linguistique. Une des lois qui est très importante, à mon avis, c'est la loi du moindre effort. Ce n'est pas uniquement une loi linguistique, c'est une loi humaine. Non, humaine, absolument. On appelle ça la loi d'économie d'énergie. Les êtres humains essaient d'obtenir le plus avec le moins d'efforts possible. Ça, c'est une loi générale. Et c'est très bien, en principe. Bon. Oui. Cela dit, comment ça s'applique dans la langue? Si on regarde l'évolution du français, le français vient du latin. Le latin avait des déclinaisons. Le latin avait des cas. Il avait, je ne sais plus, 6 cas, je crois, ou 7 cas, je ne sais plus trop. Bon. Je me rappelle d'avoir fait du L'ancien latin. français Oui. n'avait plus que 2 cas, le cas sujet, le cas régime. Et puis le français actuel n'a plus aucun cas. Oui, c'est la loi du moindre effort. On s'est rendu compte que c'est beaucoup plus simple de laisser tomber toutes ces déclinaisons qui étaient compliquées, souvent avec des exceptions, alors que dans le fond, on les élimine puis on les remplace par les prépositions. Les prépositions remplacent avantageusement les déclinaisons. Oui. Si on prend une langue comme le russe ou l'allemand, l'allemand, c'est une langue aussi à déclinaison. C'est une langue germanique comme l'anglais. L'anglais n'a plus de déclinaison. Non, c'est beaucoup plus simple d'apprendre l'anglais que l'allemand parce que absolument. Pour apprendre l'allemand, il faut apprendre beaucoup de choses. Les genres aussi. L'anglais ne distingue plus que le masculin et le féminin par les pronoms en plus. En allemand, il y a encore trois genres. Ouais, etc. Le neutre, dit, le neutre qu'on a. Et en français même, continuons en français. Si on prend le système, la prononciation, tiens, ça choque beaucoup les Québécois. En français du nord de la France, de Paris et du nord, on ne distingue plus les A. Il n'y a pas de A ouvert ou de A fermé. Il n'y a pas de O ouvert ou de O fermé. Il n'y a plus qu'un A, il n'y a plus qu'un O. Vous voyez, c'est quoi? C'est la loi du moindre effort. On se rend compte que ce n'est pas tellement important, intéressant, utile de distinguer. Autrement dit, le rapport entre l'effort et le résultat fait que ce n'est pas intéressant de faire l'effort. Le fameux, moi je ne peux pas le faire, mais un beau brun et un beau brun. Bon. Ouais. Moi, je suis incapable de faire distinction. Au Québec, on l'a fait couramment encore. Brun et brun, oui. Voilà. Bon. Oui. On considère que là, c'est une opposition qui est quand même très peu productive. Il y a très peu de cas. Très peu. Donc, on se dit, pourquoi la faire puisqu'elle sert si peu? C'est la loi du moindre effort. Je pourrais parler aussi du temps des verbes. Je ne sais pas pourquoi on n'emploie plus le passé simple à l'oral. Ah, ça, c'est... Oui. Puis Bon. même dans les livres, Ouais. savez-vous que, je ne sais pas si vous avez connu ça, les Clubs des 5 d'Enid Blyton, quand j'étais adolescente, je lisais ça, là. Ça a été tout, ils ont refait, parce que souvent, les romans, c'est écrit au passé simple, ben, ils ont refait ça au passé composé. Oui. Ouais. Loi du moindre effort. C'est ça. Et à telle enseigne que les formes du passé simple vous paraissent bizarres et même ridicules. Ouais. Alors qu'en fait, elles étaient normales. Le passé, l'imparfait du subjonctif a disparu aussi. Oui. Donc tout ça. Alors, donc pour en revenir à notre sujet, je pense qu'une des raisons qui font qu'on adopte si facilement les anglicismes, c'est la loi du moindre effort. Parce que le produit, il est là. Le produit a été fabriqué aux États-Unis dans un laboratoire, mais il est là. Il ne coûte pas cher, c'est gratuit, n'est-ce pas? La langue, c'est gratuit. Et puis, il est très précis parce qu'il désigne exactement le concept qu'il doit désigner. Alors que si on doit faire l'effort de trouver en français un équivalent, d'abord, on n'aura peut-être pas l'équivalent exact. Et puis, souvent, il sera beaucoup plus long que l'équivalent. Regardez, par exemple, le mot hotline, ligne d'assistance téléphonique. Ah, ben oui. Vous voyez bien, la loi du moindre effort, hotline, c'est mieux. Il y a un tas d'exemples comme ça que je pourrais vous donner. C'est donc, à mon avis, une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons, c'est la loi du moindre effort. Effectivement. Alors que nous, on va faire, par crainte justement d'assimilation, on va faire, l'Office de la langue française va statuer. Et il n'y a pas juste que c'est un effort, parce que aussi, on n'a pas de garantie que l'Office, quand elle propose un équivalent, elle n'a aucune garantie que l'usage, que ça va s'imposer dans l'usage. On a vu des choses comme Gaminet pour rendre T-shirt qui ont fait, ça a été un échec lamentable. Puis même à En tel France, on point, je dirait un pense... flop. Un flop, oui, c'est ça. J'allais le dire, mais je me suis retenue. Il y a un exemple, le mot hambourgeois et hamburger. Ah oui. Hambourgeois, c'était un très bon choix parce qu'en bourgeois, ça correspondait à toutes les règles possibles, sémantiques et autres du français. Et quand l'Office, il y a longtemps déjà, quand l'Office a voulu le proposer, c'était une levée de bouclier.
c'est ça. Gaminer, Et- je comprends mieux gaminer, parce qu'un danger des néologismes, c'est que ce sont des mots qui sont un petit peu ridicules, ou un petit peu bizarres, un petit peu. Ces mots-là, ils sont voués à l'échec. Vous voyez. Mais en Il y a, bourgeois, il y a- j'arrive il pas y à a comprendre cocktail pourquoi. aussi. Comment? Cocktail qui est devenu cocktail. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, ben ça, c'est la risée. Hein. Oh, je vais aller prendre un cocktail. Ça fait rire bien des gens ici. Là. Mhm. Donc voilà, la loi du moindre effort, c'est une loi dont il faut tenir compte. Il y a une autre loi dont je parle aussi, peut-être Mhm. plus contestable peut-être, ou plus contestée, je l'appelle la loi de l'utilité des langues. La Ah, loi de l'utilité des langues. Et je la formule ainsi, et ça peut créer, soulever des hauts cris. Plus une langue permet de communiquer avec plus de locuteurs dans plus de situations de communication, plus cette langue est utile et plus elle a des chances de se développer. Vous voyez ce que je veux dire? Plus une très langue bien. permet de communiquer avec plus de locuteurs dans plus de situations de communication, plus cette langue est utile et plus elle permet et plus elle peut se développer. Parce qu'il y a une notion importante là-dedans, c'est la notion d'utilité. La langue, c'est Mhm. un outil de construction, de communication, utilité. Mhm. En fait, on n'apprend pas une langue parce qu'elle est belle. On n'utilise pas une langue parce qu'elle est belle. On utilise une langue parce qu'elle est utile. Mhm. C'est le Tout à fait but d'accord. principal. C'est un outil. Mhm. Voilà. Ça, c'est un élément important dans notre réflexion sur le devenir du français et sur les moyens à adopter pour défendre le français. Il faut penser à cette notion d'utilité. Mhm. Alors, justement, on en parlait hier qu'avec la pandémie, il y a des changements, parce que tout à l'heure, vous parliez de l'économie qui fait que l'économie amène des termes en anglais et par la loi du moindre effort, ils entrent dans l'usage sans problème. Maintenant, on assiste à, comme vous avez parlé, on en parlait hier des gilets jaunes dans le cas de l'agriculture. Donc, on assiste à un retour à manger local, produire, acheter des produits locaux et tout ça. Donc, est-ce que ça crée pas justement des situations économiques où on va utiliser le français? Est-ce que ça peut aider? C'est sûr que dans les circuits courts, ce sera la langue locale qui sera utilisée. C'est le cas, par exemple, en Afrique, justement. En Afrique, les marchés, c'est très important, les marchés. Mhm. Et, et c'est sur les marchés africains qu'on voit un petit peu le jeu des concurrences entre les langues. Alors, pour nous, ici, Ah oui. au Québec, c'est sûr que si vous achetez vos pommes ou vos poireaux à l'île d'Orléans, ça va se passer en français. Bon. Mhm. Euh, et c'est vrai qu'il y a des choses aberrantes quand je vois qu'il faut acheter, par exemple, du raisin au Pérou, n'est-ce pas? D'un point de vue à la fois économique et écologique, c'est quand même très critiquable. Bon. Mhm. Maintenant, est-ce que c'est une solution à tout? Je ne pense pas, parce qu'il y a aussi des situations locales. Nous, au Québec, on n'a pas la chance d'avoir un climat extraordinaire. Et Non, pendant c'est 6 mois de ça. l'année, on n'aurait pas des fruits et des légumes extraordinaires si on s'en tenait au marché locaux, au marché local, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Souvenez-vous, dans les années 70, qu'est-ce qu'on pouvait acheter à Québec dans les épiceries? Du chou, C'est euh, des pommes Macintosh, des carottes, c'est des pommes ça. de terre. Exactement. Et regardez ce qu'on peut Puis, acheter maintenant. c'est incroyable. C'est C'est incroyable la incroyable. différence. Ouais, Donc c'est l'économie encore qui est là. C'est encore l'économie. OK. Et ça dépend de nous parce que nous sommes des consommateurs et nous demandons des produits. C'est ça. Mais pour revenir à l'idée, à la loi justement de plus il y a de locuteurs qui parlent français dans plus de situations, comment concrètement vous voyez ça? Que justement on augmente on multiplie les occasions de parler français pour justement augmenter les locuteurs qui vont parler français? Concrètement, ce serait quoi? Je pense que pour que la francophonie se développe et survive, il faut développer son économie. Il faut qu'on ait de très bonnes universités. Il faut qu'on ait de très bons centres de recherche. Il faut qu'on ait de très bonnes industries. Vous voyez, c'est là que ça se joue. Ce n'est pas une langue qui attire, c'est l'économie qui attire les gens.
Les gens ne sont pas attirés par une langue, ils sont attirés par l'économie. Vous êtes attiré par une université, vous êtes attiré par un centre de recherche, vous êtes attiré parce que ce pays-là produit des choses intéressantes, des beaux produits. Oui. Donc, et une des critiques de mon livre, justement, c'est de montrer c'est que la francophonie, malheureusement, n'a pas, comme l'anglophonie, n'a pas vraiment un État qui soit un État extrêmement dynamique et fort, qui puisse être le moteur en fait de tout ça. Il y a les États-Unis d'un côté, il y a la Grande-Bretagne de l'autre, ce sont des grosses économies, c'est dynamique en plus. Bon, la francophonie, c'est la France surtout actuellement qui est la puissance économique la plus importante, et la France a des gros problèmes à tous les niveaux, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, tout ce qu'on veut. En plus, engagé en Europe, en plus avec la menace de guerre maintenant en Europe. Bon, il faudrait une volonté politique très importante pour dire, voilà, on prend des mesures pour, par exemple, réinvestir dans ce domaine-là plutôt que dans ce domaine-là. Oui. Actuellement en France, par exemple, à cause de la guerre en Ukraine, on est en train de se rendre compte qu'on n'avait pas investi du tout dans la défense. Et on se retrouve avec un nombre ridicule d'avions, de chars, etc., si jamais on avait une guerre. Bon, oui. On se rend compte aussi que au moment de la crise du Covid, le confinement, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas produit des masques, par exemple. On n'était pas capable de produire des masques, ça venait de Chine, oui, où il y avait le Covid, justement. Bon, donc l'industrie pharmaceutique avait été laissée aller aussi. Oui. Donc, la première mesure que je préconise moi dans mon bouquin, c'est de dire, si on veut que le français se développe, il faut que l'économie des pays francophones se développe. Il faut qu'on ait une meilleure économie, c'est-à-dire plus concurrentielle, plus dynamique, plus concurrentielle, avec des universités en pointe, avec des centres de recherche en pointe, avec des entreprises en pointe. Le Québec est bien placé à ce niveau-là. Il est bien placé. Bon, sauf qu'évidemment, on est 6 millions, on est 7 millions, donc on n'est pas. C'est ça, le Les poids Américains sont démographique 350 millions. c'est ça. Parce que l'autre facteur, c'est justement c'est le nombre de locuteurs, c'est le poids démographique. La francophonie n'a pas un poids démographique élevé, sauf en Afrique, et je parle de l'Afrique, où malheureusement, à mon avis, le français est en perte de vitesse à plusieurs niveaux en Afrique, parce que l'avenir de la francophonie, c'est pas la France, c'est pas le Québec, c'est l'Afrique. Ah oui? Ben oui, Ah, démographiquement parlant, vous voulez parler? de manière générale, imaginez que on est tellement loin ici de l'Afrique, là, c'est ça. oui, mais le seul endroit où on se développe démographiquement, c'est l'Afrique. Au Québec, on fait plus d'enfants. En France, on ne fait pas beaucoup non plus. On fait appel à l'immigration parce qu'on n'a pas assez de gens. Bon, l'Afrique, au contraire, est une démographie qui est quand même très, très développée. Bon, donc, si certains Africains choisissent le français, c'est là qu'est l'avenir de la francophonie, c'est pas ailleurs. Pas, nous sommes des vieux pays. Oui, absolument. Vous dites que les langues locales, justement sur les marchés, vous entendez parler les langues locales en Afrique, là, qui rivalisent avec le français. C'est ça, c'est un peu ça. Alors là, effectivement, c'est un problème. C'est un peu normal aussi, c'est leur langue aussi, voilà. les langues de leur... Dans mon livre, dans la troisième partie où je parle un peu de la situation à l'échelle mondiale du français, européen et africain. J'ai analysé beaucoup le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc à partir de ce rapport-là, j'en ai conclu que même si le français est langue officielle dans beaucoup de pays africains, en réalité, sa situation est une situation de faiblesse. Parce que d'abord, il est rivalisé, et c'est normal, c'est juste, par les langues nationales. C'est ça. Dans la plupart des pays africains, c'est une langue nationale qui supplante, qui est la langue normale de communication dans la vie courante. C'est ça. Et qui même, dans certains cas, dans certains pays, remplace le français dans la langue avec l'administration. Oui, avec le français langue officielle. Bon. Donc, premièrement, il y a la concurrence des langues nationales. Puis, deuxièmement, il y a la concurrence de l'anglais, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il y a plus d'Africains anglophones que d'Africains francophones. Donc,
il y a ça aussi, la concurrence de l'anglais, et puis aussi les événements politiques qui se passent en Afrique actuellement, qui se caractérisent par quoi? Par un anticolonialisme anti-français, Mhm. Mhm. attisé en particulier par les Russes, surtout Les les Chinois, Chinois et les surtout les Turcs, Russes, oui. voilà. Mhm. Et puis aussi les putschs, donc il y a eu au moins 3-4 putschs récemment qui sont carrément anti-français. Voilà. Donc Mhm. la situation en Afrique est quand même très compliquée, très très compliquée. Comment ça va tourner, je ne sais pas trop, mais disons que le tableau n'est pas aussi brillant qu'il laisse Qui croire semble quand on lit l'être. le rapport Mhm. de l'OIF. Peut-être que Mhm. que Chantal pourrait intervenir là-dessus, je ne sais pas trop si elle veut intervenir, mais Je tapais cette question justement et vous avez commencé à en parler. Je voulais demander, je disais que ça nous amène à l'influence de la politique sur le développement et l'expansion, la préservation d'une langue. Est-ce qu'il y a une politique plus positive, et une politique qui entraînerait, qui engendrerait moins de coups d'État, de révoltes contre j'ai l'impression de ces Africains qui sont encore colonisés. Est-ce qu'il y a une politique comme du genre, euh, beaucoup de pays africains qui deviennent anti-français et consorts. Souvent, les pays comme la Russie et la Chine leur disent que, par exemple, vous n'avez pas de monnaie, votre monnaie est assujettie à celle de la France, vous n'êtes pas respecté. Est-ce qu'il y a une politique, une politique plus positive est-ce pourrait... qu'il y a quoi vous dites? Est-ce qu'il y a mm, euh, Politique plus positive, un de la part discours dans de le la part de fond, la hein, c'est ça, France, de la part de la Chantal? Oui, oui, France? c'est ça. Comme renoncer à certaines pratiques qui rendent certains Africains, comment je vais dire, comme je commence à perdre, je parle le français et l'anglais, du coup je perds les deux. Oui, renoncer à certaines pratiques qui rendent certains Africains, qui font que certains Africains s'opposent, pensent que la France est un problème pour eux. Bon, Par la exemple. situation de la France est compliquée parce que la France est l'ancien pays colonial. Oui. Mhm. Maintenant, les pays africains sont quand même décolonisés depuis maintenant combien de temps? 40 ans, 50 ans peut-être? Pas Années mal, hein. 60, oui. Donc il y a pas mal de générations de jeunes Africains qui n'ont jamais connu la colonisation française. Mm. Euh, je pense que c'est très difficile pour la France parce que si la France est trop présente, on l'accuse d'être trop présente. Si elle est absente, on l'accuse d'être absente. C'est, Oui. à mon avis, ce qui va se Délicat. passer, ce que je crois. Je crois que la France devrait prendre du recul pendant un certain nombre d'années. On verra ce que feront les Russes. Entre parenthèses, les Russes sont encore Ça plus va colonialistes que les pas Français, parce être que les mieux, non, Russes, ça va pas être allez voir mieux. ce qu'est la Russie actuellement. Non. Bon, j'espère que les Africains vont comprendre que quand même, ce que racontent les Russes, c'est quand même des mensonges, disons-le carrément. Bon, je crois que en fait, écoutez, je ne suis pas un spécialiste d'abord, premièrement, je ne suis pas un spécialiste de ça. Je ne vois pas comment la France euh, disons, elle ne peut pas être neutre. Elle ne peut pas être Reculer neutre parce que pour les Africains, cette la France chose. a toujours ou de trop ou pas assez. C'est ça que je crains. Donc, je pense Mhm. qu'il faut prendre un peu de distance, puis peut-être qu'avec le temps, ça va se rééquilibrer. Peut-être qu'à un moment donné, les Africains vont dire, bon, ouais, c'est vrai, ils ont été colonialistes, oui, mais c'est l'histoire ancienne, puis peut-être qu'on peut faire des choses ensemble. Je crois que ça va se passer comme Mhm. ça, j'espère, parce que j'espère qu'il y aura toujours un dialogue par l'intermédiaire du français en particulier, entre la France et beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup d'Africains en France, vous savez, il y a aussi beaucoup Mhm. d'Africains maintenant au Oui, Québec, grâce à la France, parce que si il y a des Africains qui viennent au Québec, c'est parce que la France a colonisé voilà. l'Afrique à un moment donné, il faut le reconnaître. Mhm. Voilà, donc tout ça, Tellement. peut-être je pense qu'avec le temps, je pense que le temps fera son œuvre, j'espère, fera son œuvre pour que en fait, tout le monde rééquilibre un petit peu ses positions, pour ou contre, et puis j'espère qu'on arrivera un jour à rétablir des situations égalitaires, bien sûr, il faut que ce soit égalitaire et fructueuse, Mhm. parce que vraiment, on a beaucoup de choses, hein, on a quand même une histoire commune, hein, Ben, en une fait, c'est histoire commune l'histoire du importante. Québec. L'histoire du Québec, c'est ça aussi. On est obligé de faire. On vit avec nos envahisseurs anglophones, puis on est arrivé à un certain
une certaine situation de paix sociale. Ouais, C'est ouais, pas ouais. toujours parfait, là, on entend, mais on évolue dans un environnement quand même assez stable ici, là. J'avais J'espère que ça va arriver pour l'Afrique, là, parce que je pense que c'est comme vous pouvez vous apporter mutuellement, effectivement, beaucoup, là. oui, D'ailleurs, j'ai accueilli là, justement il y a la dernière fois dans mon balado une jeune Camerounaise qui arrivait du Cameroun pour s'installer là, ici, oui, traductrice. Et puis, je découvre, moi, les universités en traduction, des programmes de traduction au Cameroun, on n'en entend jamais parler. Et c'est elle a fait une maîtrise en terminologie de grande qualité, mais je connaissais pas du tout son directeur de thèse ici. Puis pourtant, elle a des compétences dont on ne peut pas se passer actuellement ici au Québec, là. D'ailleurs, je l'aide là, à se trouver du travail, là. Alors, Mhm. j'avais une autre question, c'est pas politique, sur la culture. Ce que la culture peut apporter à la préservation de la langue. Je vais parler du Manitoba, en dehors du Québec. À Winnipeg, il y a un quartier qui s'appelle Saint-Boniface. C'est un hum, quartier, vous connaissez, francophone. Oui. J'y étais. Les francophones aiment beaucoup s'y retrouver. Et les anglophones qui s'y retrouvent aiment la culture qu'on peut y retrouver. Et ça fait qu'il y a de plus en plus de la demande pour des services en français, des écoles en hum, français. Euh, mhm, et ça fait en sorte, parce que je pense que le Québec tout seul ne peut pas préserver le français au Canada. C'est difficile. Je mhm, pense je suis franco-ontarienne et ici aussi, on a de la difficulté avec l'assimilation. On parle de plus en plus d'offres actives pour avoir des services offerts en français parce que quand on vient en parlant le français, on n'obtient pas facilement le service, alors on apprend l'anglais. Donc, on dit non. hum, Est-ce qu'on peut avoir une offre active au lieu d'attendre la demande? Ça, c'est passif. On veut, oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'à Winnipeg, grâce à ces quartiers, il y a de plus en plus des écoles francophones dans tous les quartiers, dans beaucoup d'endroits, plus d'endroits, Ah je oui. vais pas dire tous les quartiers. Grâce à ça, donc l'effet, l'impact de la culture sur la préservation de la langue, est-ce qu'on peut... l'économie. Est-ce que... Et en fait, Chantal, ce que j'entends, c'est on parle beaucoup d'économie, mais vous, ce que vous apportez, Mhm. ça passe par la culture Oui, aussi. C'est ça, hein? oui, OK. oui, Êtes-vous d'accord avec ça? Ben, Ce c'est-à-dire que que vous en pensez? la dimension culturelle dans la défense d'une langue, c'est très important. Pourquoi le français a été au XIXe siècle la langue de l'élite européenne? C'est à cause du prestige de la culture française. C'est à oui, cause du prestige des écrivains, par exemple, des écrivains français. Euh, Par exemple, une bonne partie de la littérature russe, des écrivains russes, ont écrit parce qu'ils sont influencés par la littérature française de l'époque. Euh, Par exemple, Crime et Châtiment de Dostoïevski, Raskolnikov, en fait, le modèle, c'était un criminel français qui s'appelait Lanceray. Vous voyez, Dostoïevski avait lu l'histoire de ce criminel français et il l'a transposé dans son pays. Donc, le poids, l'influence de la culture dans le développement d'une langue, par le prestige qu'elle apporte à une langue, est très important. Je suis d'accord avec vous, hein. Euh, Malheureusement, alors, au XIXe siècle, c'était le français qui était le langue de prestige. Le roi de Prusse écrivait en français, il écrivait à Voltaire, Catherine II écrivait à Diderot en français. Bon, tout se passait en français, c'était la langue de la culture, donc du prestige. Malheureusement, de nos jours, la langue du prestige, c'est l'anglais, c'est pas le français. Mhm. Alors, cela dit, là, ce que je dirais quand même, c'est qu'il y a différents niveaux, peut-être différents. Il y a un prestige, on pourrait dire, mondial, international, c'est l'anglais, c'est sûr. Mais à certains niveaux, le français a encore du prestige. Dans certaines régions, en Europe et ailleurs, et peut-être ici au Canada, on a quand même, il y a quand même encore un prestige à la langue française, mais la culture française plutôt. Mais ce prestige est quand même moins fort il y a un siècle, c'est sûr, hein. oui, Mais ça va oui, contribuer, c'est vrai que ça va contribuer, ça va contribuer, oui. ça va contribuer. Mais est-ce que ça va changer les choses? C'est C'est difficile. l'économie qui est Je suis plus moins sûr. importante, d'après vous? C'est l'économie, Lionel? Oui, Mhm. pour moi, le facteur essentiel, c'est la puissance économique. La puissance économique. C'est c'est ça qui fait avancer les choses, qui fait. Et donc, le fait qu'une langue soit adaptée au niveau économique contemporain. Et c'est le problème du français. Pourquoi le français n'est plus une langue scientifique? Si, j'en parle un peu dans mon livre, au 19e siècle, il y avait trois grandes langues scientifiques.
il y avait l'anglais, l'allemand et le français, et pratiquement à égalité. Ça veut dire qu'on publiait pratiquement autant en français qu'en allemand ou en anglais. Bon. Or, de nos jours, dans le domaine scientifique, on publie à peu près à 95% en anglais Mm. et à peu près à 1 à 2% en français. Mhm. C'est là qu'on voit ce que j'appelle les territoires perdus de la langue française. Ça, c'est un territoire, les publications scientifiques, c'est un territoire qui est perdu, la langue française. Est-ce qu'on peut le rattraper? J'en doute. Au Québec, on essaie de le rattraper avec monsieur le chef scientifique du Québec qui est à la tête du Fonds de recherche du Québec, qui en a fait son cheval de bataille, justement, qu'on publie de plus en plus en français. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien après l'entrevue, là. Ceux qui pourront aller voir, il y a eu un forum sur la question en 2023, il y a à peu près un an. Et c'est ça, puis il y a toute une liste de mesures à prendre dans la formation des chercheurs. Dans le fond, ça commence aussi dans au niveau de la maîtrise et du doctorat. Il faudrait, parce que maintenant, les doctorats se font sous forme de publications. On fait plus le doctorat, puis après ça, on publie une fois qu'on a notre diplôme en main. Maintenant, on fait 3 publications, mais encore là, dans des revues américaines. Donc maintenant, la prochaine étape, ce serait justement pas américaine, mais anglaise. Donc, il faudrait les amener faire ces publications-là en français. Oui, en anglais, mais en français aussi. Je pense que c'est là qu'il faudrait en tout cas, ici, ça se fait. C'est M. Rémi Quirion, si vous voulez aller voir sur la toile. Je dirais pas le web, sur la toile. C'est vraiment intéressant. Et puis aussi, le seul rempart qui reste dans la langue française, c'est la phonologie. La phonologie en France, elle n'a pas été corrompue, contaminée par cette promiscuité entre l'anglais et le français. C'est que les mots anglais qui sont adoptés par les Français sont la prononciation est adaptée en fonction. Ça fait des choses un peu étranges des fois, hein. Effectivement, ça c'est un peu la deuxième partie de mon livre où je parle de la pénétration de l'anglais dans la langue française, dans le corpus du français, le lexique et la grammaire. Et je mets l'accent sur une chose importante aussi, c'est que dans le fond, on est très sensibilisé aux emprunts linguistiques, aux emprunts de mots. Parking, stop, week-end, ça donne des boutons, ça, à beaucoup de gens. Bon, et on est très sensibilisé. C'est agaçant, c'est irritant, c'est insécurisant, mais c'est pas tout. Il y a encore pire que ça. Il y a aussi les empreintes de sens. Mhm. Par exemple, au Québec, on dit qu'on est admissible à un programme. En Europe, on dit qu'on est éligible à un programme. Mhm. On ne dit pas admissible, on dit éligible, c'est de l'anglais. Mhm. On va dire qu'un site est non pas consacré ou destiné, mais il est dédié à tel sujet. Mhm. Oui. Dans mon livre, je fais un répertoire de dizaines de mots français qui sont en fait, dont le sens est changé sous l'influence de l'anglais. Ce sont des emprunts de sens. Donc, non seulement les emprunts de mots qui nous frappent et parce qu'ils ont un faciès anglo-saxon, si j'ose dire. Bon, ils Mhm. ressemblent à l'anglais, ça nous irrite, mais on voit moins les emprunts de sens parce que le signe linguistique est français, mais le sens est anglais. Et puis, non seulement il y a le lexique qui est impacté par l'anglais, mais aussi la grammaire, ça on en parle moins. Et dans mon livre, je montre comment la Mhm. morphologie, par exemple, on a emprunté le préfixe i, comme dans e-book. Vous voyez, en Ouais. France, vous avez des i-factures, des i relevés, etc. Donc, c'est Des devenu emails, non, c'est des mails en français. email aussi, oui, mais Email, oui, même email. sur des mots français, on va dire un i-facture, i relevé. Vous voyez, donc, ça veut dire que ça devient un préfixe français. Je ne parle pas du suffixe ing, ing, comme dans booking, etc., shopping et tout ce qu'on veut. Il y en a un paquet, il y en a des centaines et des centaines. Bon. Donc, ça concerne la morphologie. Il y a même un suffixe, je ne sais pas si c'est un suffixe, mais j'appelle ça le suffixe gate, qui indique Ah, le scandale de mhm. Watergate. Bon. En Ouais. France, il y a eu par exemple un grand scandale. La femme d'un homme politique qui s'appelle Pénélope, c'est devenu le Pénélope Gate, le scandale de Pénélope, oui, Pénélope Filion. Bon. Donc, chaque fois on parle d'un scandale maintenant dans la presse européenne, on va dire
Intelgate. Vous voyez. Il y a eu le Dieselgate, quand Volkswagen a fait trafiquer ses voitures, c'est devenu le Dieselgate. Vous voyez. Bon, ça c'est un suffixe. Ça c'est pour la morphologie. La syntaxe est touchée aussi. On dit maintenant le deuxième plus grand. Montréal est la deuxième plus grande ville francophone. On ne dit pas Montréal est la deuxième ville en importance, c'est la deuxième plus grande. J'ai étudié la concurrence entre ces formes-là, deuxième plus grand ou deuxième en importance. Deuxième plus grand maintenant dans la presse européenne, Il ça s'emploie supplante. pratiquement uniquement, presque uniquement, Ah. le reste a disparu. Oui. Donc ça c'est un calque de syntaxe. En Europe, on va dire on joue pas contre une équipe, on joue une équipe. Ah, voyons. On dit pas qu'on dit pas Ah, moi, qu'on ça, non, ça, là, on c'est dit pas trop. qu'on va recruter un joueur, on dit qu'on va signer un joueur. Ben voyons. Oui. Hey, voyons. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cas, même aussi en syntaxe, d'influence, de pénétration. Dans la partie, en principe, la plus stable de la langue, il y a beaucoup de pénétration de l'anglais. Ouais. Et donc, je dis que finalement, tout ça, bien sûr, c'est fatigant, c'est irritant, c'est agaçant, mais ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus grave parce que en français, il y a peut-être actuellement 10 à 12% d'anglicisme. Si on pense au français, à la langue générale. D'accord. Langue générale, parce que langue spécialisée, c'est plus compliqué. Langue générale, moi, je dirais entre 10 et 12%. En anglais, l'anglais, c'est une langue germanique. En anglais, il n'y a plus que 25% de mots germaniques. 25%. Le reste, c'est 28% de mots latins et 28% de mots français. Donc, il y a plus de gallicisme en anglais que d'anglicisme en français. Ça n'a pas empêché de connaître la fortune de l'anglais que l'on connaît. Ça n'a pas empêché l'expansion de l'anglais. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement un paradoxe. Même si le français avait encore 25%, n'avait plus que 25% de mots d'origine latine dans son corpus, ce ne serait pas encore la mort du français. C'est la vrai. mort du français, elle n'est pas là. La mort du français, ce n'est pas l'anglicisme. La mort du français, c'est l'anglais. C'est l'anglais qui remplace le français. C'est insinué partout, exactement, voilà. De toutes les façons. Vous avez parlé aussi, comme en anglais, on va avoir plusieurs adjectifs devant un nom, un substantif. Et on commence à voir ça aussi en français, Absolument. On trouve des cette choses enfilade d'adjectifs. Du genre le très probable futur Premier ministre. Oui. On trouve des choses comme ça. Une accumulation d'adjectifs et d'adverbes antéposés. OK. Ce qui qu'on ne voyait pas avant. Énormément à l'anglais parce que et dans la presse européenne, c'est très, très fréquent. J'ai un tas d'exemples, je ne les ai pas sous les yeux, mais dans mon livre, j'en ai beaucoup d'exemples, des choses aberrantes. C'est l'ordre inverse de l'ordre normal du français. En syntaxe aussi, oui, dans l'ordre des mots. L'ordre des mots en français, en général, c'est non déterminant, non déterminé, non mot déterminant. Par exemple, on va dire je n'ai pas d'exemple, mais disons, de plus en plus, dans les noms, on change l'ordre. Par exemple, l'université de la Sorbonne, où j'ai étudié, dans mon temps, ça s'appelait Université de la Sorbonne. Oui. Vous savez comment ça s'appelle maintenant? Non. Sorbonne Université. Ben voyons donc. C'est comme si à Laval, on avait. Ça passerait pas ici au Québec. C'est comme à Laval, on avait Laval Université, Montréal Université. Montréal Université, Ottawa Université. Le nom officiel d'Université de Sorbonne, c'est Sorbonne Université. Le nom officiel de Aéroport de Paris, c'est Paris Aéroport. Ben voyons donc. Et on a failli avoir Paris Airport. Donc, ce n'est pas de l'anglais, ce n'est pas du français, c'est une langue hybride entre les deux. C'est la syntaxe. Et que vous appelez le New French. Le New French. C'est ça que vous appelez le New French. C'est le New French. OK. Bien, on va terminer aujourd'hui. On pourrait en parler encore des heures de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut se procurer votre livre? Écoutez, c'est très simple. D'après mes renseignements, on le trouve facilement sur le réseau des librairies Archambault, des librairies Renaud-Bray, librairie.ca aussi. Chez Amazon, ils disent qu'il est temporairement en rupture de stock, mais il ne faut pas avoir peur de s'arrêter à ça. Si vous le commandez, il va directement chez le distributeur. Et par ailleurs, les petites librairies aussi indépendantes, beaucoup de librairies indépendantes
le fournissent à Montréal, à Québec ou à Sherbrooke peut-être. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il suffit de vous adresser à votre libraire habituel ou bien au grand réseau de librairies comme Archambault ou Renaud-Bray. Et ceux qui sont à l'Université Laval peuvent se le procurer aux presses de l'Université Et Laval, alors, on hein? peut aller sur le site des presses de l'Université Laval et il y a deux versions. Il y a une version papier et une version numérique. On peut voir une version numérique commandée partout dans le monde, sans problème. Qui est Donc, un peu pour les moins cher presses, que la version papier, hein? C'est un peu elle coûte meilleur moins cher. marché, Dans un hein? cas, c'est 38 dans 38 dollars et dans l'autre cas, 30 dollars. D'accord. Donc, c'est moins cher, bien sûr, c'est normal, la version numérique. Oui. Mhm. Ouais. Effectivement. Mm. Effectivement. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour nous avoir parlé de votre ouvrage. Puis on vous réinvitera l'année prochaine pour savoir comment ça, si vous avez eu des échos, comment ça s'est passé. C'est D'accord. vraiment très intéressant. Puis merci beaucoup, Angélique et Chantal, de votre participation. Angélique, tu avais une dernière petite remarque sur lingua franca. J'ai Bon, vu ça c'est juste que passer. je disais que lingua franca, ça veut dire littéralement langue française. C'était ça mon commentaire tantôt. Il y a un écho, là, j'entends pas bien. Il y a un écho. C'était juste parce que vous parliez qu'il y a une certaine époque, le français, c'était la langue de prestige, puis c'est pour ça que j'ai écrit lingua franca, ça veut dire langue française. Ah oui, C'est lingua vrai? franca. Ah, c'est langue franche, plutôt langue franche, non? Peut-être langue Ouais. française, langue franche, peut-être, je ne sais pas trop. Il faudrait vérifier, oui. Ben, D'accord. merci à tout le monde. Alors, demain, Merci. l'enregistrement sera sur la plateforme de Trinitaire Formation et sur YouTube. Et là, vous pouvez regarder l'enregistrement en direct. Il était disponible sur Facebook pendant une trentaine de jours. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup, Lionel, Merci de d'avoir m'avoir accepté invité, Sylvie. l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir à tous, à toutes. Bon, c'est bon.